Bonjour à tous, donc merci de m'accueillir aujourd'hui pour pouvoir présenter donc, ce projet donc, qui est collaboratif INRA et qui fait intervenir 3 équipes INRA, donc le STLO, qui fait intervenir aussi le LISBP à Toulouse et le MIA à Juan-Josas. Et donc je vous montrerai les contributions de chacun tout à l'heure. Donc effectivement, là moi je vais insister sur le côté sur lequel on a parlé ce matin avec Joël Doré, c'est que nous sommes des omnivores. Et donc, nous devons manger effectivement un peu de tout. Et donc, c'est vrai que de faire tout végétal, tout animal, moi, je pense que le mixte entre les deux, c'est un bon compromis aussi, parce que ça peut permettre, là aussi, de diversifier, puisque là, c'est ce que l'on cherche aussi un maximum, c'est diversifier. Et si on diversifie les composants du départ, on a moyen de diversifier les flores à l'intérieur et de diversifier les qualités à la fin. Alors, voyons voir si j'appuie sur le bon. Oui, c'est bon. Alors, donc le contexte scientifique de l'étude, c'est effectivement donc diversifier les sources alimentaires dans un contexte de système alimentaire durable. Donc on l'a vu là depuis plusieurs exposés, on a une diminution de la part des légumineuses dans la diète, malgré le rapport nutritionnel intéressant. Et donc là, ce que l'on peut essayer de se dire, c'est que concevoir de nouveaux aliments enrichis en protéines de légumineuses, qui sera acceptable par les consommateurs, c'est effectivement un challenge, puisque on a vu tout à l'heure que la perception des consommateurs est effectivement un petit peu difficile en ce qui concerne les protéines végétales toutes seules. Et donc d'essayer de voir aussi comment on peut améliorer les propriétés organoleptiques et les aspects nutritionnels. Et ça veut dire, effectivement, là, c'est un challenge parce que ça veut dire fonctionnaliser de novo un aliment qui n'existe pas dans la nature. C'est-à-dire que là, on n'a pas de référentiel comme ça qui mélange des protéines laitières et végétales. On a des exemples scientifiques, c'est ce qui ont été présentés précédemment, mais on n'a pas, effectivement, sur le marché, ça n'existe pas. Et donc, on peut effectivement fonctionner à l'aliment, donc c'est ce qu'on a vu dans les précédents exposés, en fonctionnalisant directement via un mélange de fractions ciblées. Donc, on a un exemple des protéines laitières où, effectivement, par le fait que l'on fasse des agrégats thermiques de protéines sériques de taille et de formes différentes, et si on les associe avec des casines, eh bien, on peut avoir des textures modifiées de gel. On peut augmenter, par exemple, les capacités émulsifiantes. Et on peut aussi, par la fermentation, donc c'est ce qu'on a vu précédemment, modifier la valeur nutritionnelle et les propriétés organoleptiques. Et donc, si on fait une combinaison des deux, et c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on a fait dans Milup, on peut essayer de se dire qu'on va pouvoir effectivement améliorer tous ces différents aspects. Donc, dans le projet collaboratif Milup, nous avons choisi d'associer le lait et une autre légumineuse. D'où là aussi l'importance de la diversité. Si on change aussi de légumineuse, on a des variabilités et des diversités que l'on peut changer. Et donc là, c'est d'associer le lait et le lupin. Alors le lupin, il a des propriétés qui ressemblent à celles du soja et il n'a pas d'amidon, contrairement au pois. Donc on peut tirer parti davantage de chacun des deux, c'est-à-dire du lait et du lupin, et essayer de maximiser les diverses plus-values fonctionnelles de ces mixtes. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir fonctionnaliser par la fermentation de nouvelles matrices alimentaires à base de lait et de légumineuses. Donc, la stratégie qu'on a optée, c'est d'essayer de concevoir des communautés de souches de bactéries lactiques sur la base de leur complémentarité métabolique. Cela implique de connaître, effectivement, quels sont les composés qui sont présents dans la matrice et de se dire quelles sont les bactéries que l'on pourrait utiliser, puisque avec maintenant, effectivement, toutes les connaissances en génomique, on peut savoir quelles sont les enzymes qui sont portées par les bactéries, et dans ce cas-là, les choisir à bon escient. Et donc, c'est ce qu'on a essayé, c'est ce qu'on a entrepris. Donc, on a exploré in silico le génome de 18 espèces de bactéries lactiques mésophiles homofermentaires. Et on a sélectionné 10 espèces bactériennes qui contiennent des gènes d'intérêt, c'est-à-dire des gènes qui sont pour des enzymes, l'alpha et la bêta-galactosidase, qui sont capables de dégrader les fameux sucres qui sont présents dans le lait, c'est-à-dire la bêta-galactosidase, et qui sont présents dans le lupin, c'est-à-dire tous les galactosides qui sont, eux, qui nécessitent une alpha-galactosidase. Donc, une fois qu'on a fait cette exploration in silico, on a pu donc présélectionner 10 espèces bactériennes.
Et puis ben là, on ne peut pas s'en affranchir. On a fait le criblage in vitro, donc des souches qui appartenaient aux espèces présélectionnées. Et on a regardé les critères, donc fermentation des sucres, pour être sûr que ce que l'on avait vu in silico se révèle bien in vitro. Et comme là, les activités protéolytiques, c'est un petit peu plus compliqué de les chercher in silico, et bien là, on les a regardées directement in vitro. Ensuite, on a fait un assemblage, enfin on a regardé les différentes souches, ce qu'elles possédaient effectivement comme type d'activité, et ça nous a permis de concevoir des communautés bactériennes dédiées et de valider leur application. Alors là, aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer effectivement l'approche et en quoi, grâce au criblage et au clustering des souches, nous avons pu effectivement réaliser cette complémentarité métabolique. Donc, les 10 espèces que l'on voit ici, ça regroupe à la fois des lactocoques, donc des Lactococcus lactis, subspecies Cremoris ou lactis, et puis ça regroupe aussi différentes lactobacilles, que ce soit aussi bien des caséi, des johnsonii, des plantarum, des paraplantarum, des sacchéi, des aérés, etc. Et donc là, chaque ligne, chaque couleur, correspond effectivement aux différentes souches que l'on a testées, et on a regardé différents substrats, donc si elles étaient capables de dégrader le lactose, saccharose, raffinose et stachyose, enfin saccharose, raffinose, stachyose, ça c'est les sucres principaux donc du lupin, galactose, maltose, et aussi de regarder si elles étaient capables d'hydrolyser les caséines et d'hydrolyser les protéines du lupin. Donc ce que l'on a observé, c'est qu'effectivement, la fermentation du lactose, elle est largement distribuée dans les souches. Bon, c'est normal quand même, il y en a plus nombreuses qui sont laitières, donc ce serait quand même désespérant quand même. Donc il y en a 200 souches sur 219. Par contre, là, on s'aperçoit que la fermentation des sucres du lupin, c'est-à-dire le stachyose et le raffinose, eh bien cette fermentation, elle est beaucoup moins répandue. Et donc là, ça veut dire que si on met une souche, n'importe quelle souche, sur du lupin ou du soja, ça ne poussera pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et en ce qui concerne l'activité protéolytique, ben là c'est pareil, on a tout un gradient effectivement de type d'activité, et on a certaines souches qui sont plus actives que d'autres. Donc à l'issue de ça, on a réussi à se dire, eh bien il y a des souches qui sont effectivement avec des profils qu'on va caractériser de lupin, c'est-à-dire qui sont lactose négatives mais qui sont stachyose positives, mais qui ont un profil de protéolytique moins. On a aussi des souches qui sont, elles, avec un profil clairement laitier, c'est-à-dire qui sont lactose plus, stachyose moins et protéolytique plus. Et on a des souches intermédiaires qui, elles, sont à la fois lactose plus et stachyose plus, mais qui sont protéolytique moins. Et donc là, pour justement arriver à faire des communautés qui soient métaboliquement complémentaires, eh bien on a mélangé effectivement des souches dans une communauté 1 et 2. On a réuni toutes les fonctions pour que les communautés finales soient toutes lactose plus, stachyose plus et protéolytique plus. Alors là, je vais vous montrer très brièvement les caractéristiques des matrices les lupins fermentés, qui sont évidemment variables selon la communauté bactérienne, parce que là aussi c'est pareil, c'est pas parce qu'on associe des bactéries qu'elles vont forcément être optimales dans tous les cas, ça serait trop facile. Donc en ce qui concerne les matrices, donc le fait de trouver les conditions adéquates pour mélanger du lait et du lupin, ça fait que ça permet de rendre le tout stable thermiquement, et dans des gammes de 95 degrés 10 minutes à 115 degrés 20 minutes, ce qui donc est quand même assez raisonnable. Ensuite, on s'aperçoit qu'effectivement, les oligosaccharides du lupin, qui peuvent être à l'origine de ballonnements intestinaux que l'on connaît bien, hein, quand on mange du pois chiche, toutes ces petites choses très intéressantes, qui fait que là, la fermentation est intéressante parce qu'on a des baisses de teneur dans certaines matrices après fermentation qui peuvent être vraiment très très intéressantes en termes de diminution de ces teneurs-là. En plus, on a aussi une molécule qui est l'hexanal, donc ils font partie de ces composés qui donnent la note verte que
qu'Isabelle a essayé de se débarrasser, elle aussi. Et on s'aperçoit que là aussi, avec les bactéries lactiques, on peut avoir une diminution de la teneur dans toutes les matrices après fermentation. Donc voilà. Alors après, par contre, on est loin d'être allé aussi loin dans les études, puisque là, on a observé la production de composés d'arômes qui étaient variables selon les communautés. Par contre, pour le moment, l'aspect sensoriel, c'est encore, on va dire, à l'étude. Et puisque on a aussi fait de la digestion, donc in vitro, donc des protéines, qu'elles soient fermentées ou non fermentées, et dans ce cas-là, on voit qu'il y a une prédigestion de ces protéines qui est variable selon les consortia par rapport aux témoins non fermentés, et ce qui permet d'avoir une accélération de la digestion lors de la phase gastrique in vitro. Et ça peut être un point positif pour avoir une meilleure, après, on va dire, disponibilité des acides aminés ultérieurement, mais qui sera à vérifier si un autre jour. Et donc, on a aussi mis en place les premières règles d'association des souches. Donc on a vu qu'il y avait différents types d'interactions entre les souches. Il y en a certaines où ça marchait plus ou moins bien, c'est-à-dire qu'on avait de l'amensalisme, c'est-à-dire qu'on avait certaines souches, notamment celle du profil lait, lactose plus et protéolytique plus, qui, si elles poussaient vraiment trop rapidement, permettaient d'avoir un abaissement très rapide du pH, sauf que ça devenait une population dominante et que dans ces cas-là, on a beaucoup moins d'oligosaccharides du lupin qui sont dégradés, puisque là, ces bactéries-là poussent moins. Par contre, dans d'autres cas, on avait effectivement... Oups là, je suis allée un petit peu vite, là. On va y arriver. Ouais. Comme quoi, quand on n'appuie pas sur le bon bouton, voilà, c'est comme pour les bactéries, ça ne marche pas. Et donc là, on a aussi des cas de coopération, c'est-à-dire que là, les produits de la protéolyse issus des souches protéolytiques plus favorisent la croissance des différentes souches. Et dans ces cas-là, on a effectivement diminution des oligosaccharides, diminution de l'hexanal, et donc ça correspond bien à ce que l'on voulait. Donc, pour pouvoir faire ce genre d'études, évidemment, il faut mobiliser des différents savoirs et des compétences. Alors déjà en biostatistique et en bioinformatique, c'est là que l'unité maillage est venue en grand renfort, parce que ça nous permet effectivement de développer l'approche in silico de souches et la sélection des souches à partir des gènes impliqués dans la dégradation des sucres. Et ça nous a permis aussi de former des groupes d'espèces avec des fonctionnalités équivalentes selon des règles de construction et de validation mathématiques. En plus, ça nous a permis, on a aussi, donc là cette fois-ci, au niveau de notre laboratoire, on a des compétences en physico-chimie et en génie des procédés. Et au travers de la plateforme lait, on a réussi comme ça à élaborer les matrices mixtes. Au niveau du laboratoire et aussi au niveau du LISBP de Toulouse, on a pu aussi avoir tout un panel de souches qui nous ont permis de cribler les souches in vitro et de concevoir les consortia raisonnés de bactéries lactiques. Ce qui fait qu'effectivement, on a pu associer des espèces pour former des consortia de souches qui étaient métaboliquement complémentaires. Et donc, le fait de concevoir donc, de nouveaux aliments, ça soulève des questions, déjà sur le type d'interaction entre les souches au sein des consortia, c'est-à-dire comment favoriser des interactions positives, c'est-à-dire comment aller vers plus de commensalisme, voire de mutualisme, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y en a une qui apporte un élément et que l'autre le consomme et vice-versa. Et puis aussi, quelles conséquences sur la composition globale en métabolites, et quelle est leur cinétique de production-consommation si on augmente effectivement ce type d'interaction. Donc ça, il y a une demande de thèse qui est en cours sur cet aspect-là. Ça fait poser des questions sur les capacités de ces consortia à fermenter d'autres matrices de légumineuses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît donc la composition des matrices, est-ce qu'on est à même de pouvoir effectivement construire ce type de consortia à façon? Donc là, on a un projet en cours sur justement essayer d'utiliser des consortia que l'on connaît bien sur des protéines, sur des matrices donc, de soja, de pois et de lupin, donc justement pour voir comment ça peut marcher. Et donc ça, c'est en collaboration avec le GMPA, avec Comeback et avec le LISBP à l'heure actuelle. Et puis, on a aussi des questions là qui se posent sur l'innocuité de ces mixtes fermentés.
Et dans le cas présent, effectivement, sur le potentiel allergène, puisque que ce soit chaque protéine, et notamment des protéines végétales, peuvent être allergènes et sont même en général classifiées allergènes. C'est le cas du soja, le lupin aussi. Et donc, il faut, dans ce cas-là, évaluer la capacité donc, de ces consortia à diminuer les épitopes allergènes par prédigestion des protéines, du lait et du lupin. Et donc là, j'espère vous avoir convaincu que de fait d'avoir une démarche de conception de communautés bactériennes, c'est utile et que ça peut être transférable à d'autres maîtrises, qu'elles soient mixtes ou non. Et je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Merci Valérie Gagnère pour votre exposé.